Enseignement d'une femme médecine reçu le 4 décembre 2020. Après une séance de soins en guidance où le patient a renoué avec sa nature chamanique, par plusieurs vies passées où il avait été inscrit dans une importante lignée de chamans d'Amérique du Sud, je prends un temps de méditation. Je remercie en premier lieu pour tout ce qui vient de se passer, tout ce qui a pu être transmis, et tout ce qui est venu aider cette personne qui en a été touchée au plus profond de son être. Ayant été attirée par cette histoire de chaman, je demande si je pourrais recevoir moi aussi un enseignement chamanique ou au moins avoir un échange avec un chaman. Il semble que ma nature ne découle pas de cette tradition, mais pour autant me revient à l'esprit une femme médecine que j'avais vue lors d'une hypnose de régression. Elle m'apparaît sous sa forme âgée, sage et riche d'un savoir qui m'incite à prendre du temps pour l'observer. Je la regarde en train de fumer du tabac dans une longue pipe. Je comprends que le tabac est une plante extrêmement sacrée à laquelle il peut être bon de se connecter. Ce qui est néfaste, c'est d'en user de manière sacrilège et impie, tel que cela se fait quand on est soumis à la dépendance, qu'on le fait avec un filtre plastique ou du papier qui n'a rien à faire dans tout cela. Je comprends qu'il serait plus sage de ne fumer que par la pipe et seulement à certains moments de pause, de réflexion et d'apaisement du mental pour une connexion avec ce qu'il y a de plus subtil dans la vie. Cette femme me montre qu'en plus du tabac, elle concentre son attention sur les flammes de son foyer. Il m'est répété que le feu est très important et que je le sous-estime trop souvent. Il serait bon que je rallume ma cheminée, puis que je prenne moi aussi du temps pour contempler l'enseignement des flammes. Je m'attends à ce que cette femme voie des choses se révéler en images dans les motifs du feu qui s'élève, mais il n'en est rien. En fait, cela semble nourrir son attention, la réchauffer dans son inspiration et l'élever dans ses pensées comme le font les flammes qui dansent en s'étirant vers le haut. Elle l'utilise comme objet de méditation en sachant que la puissance du feu alimente son esprit et l'aide à accéder au savoir. Elle me montre alors l'importance du feu dans les préparations aussi bénignes qu'une tisane. Ma bouilloire électrique semble à reléguer aux vils objets tels que le micro-ondes, car elle ne nourrit pas le processus alchimique. Elle me rappelle alors que toute infusion comporte les éléments vitaux, le feu, l'eau, l'air, je vois la vapeur qui s'en dégage, et la terre de par la substance de la plante, dont la quantité d'énergie terre dépend de la partie de plante choisie, racines, tiges, feuilles, fleurs. Elle m'indique ensuite que l'alchimie qui se produit nécessite toujours d'être guidée par une intention que nous imprimons au processus. Ça pourrait être l'éther. C'est comme si cela permettait d'organiser la réaction vers le but que nous souhaitons. Cela ne peut se faire que par le cœur, et nous l'oublions hélas trop souvent en laissant nos tisanes se désorganiser plus qu'elles n'infusent. Elle me montre alors que l'on peut utiliser ce processus d'intention pour nombre de remèdes et notamment l'infusion de pierres. Il ne s'agit pas là de les faire chauffer, ce qui les abîmerait, mais d'utiliser d'autres énergies plus subtiles telles que le soleil, la lune, l'eau, l'air, le tout organisé par l'intention que nous allons y porter. Puis la vieille femme me présente un poisson qu'elle aurait attrapé et qu'elle s'apprête à sacrifier. Je signifie mon dégoût à l'égard de telles pratiques et elle me confirme que nous avons évolué en conscience pour ne plus avoir besoin de tuer. Pour autant, nous avons oublié d'utiliser l'énergie, au sens des caractéristiques informationnelles, des animaux. Elle me montre ainsi qu'une bourre de poil de chat peut tout à fait aider une personne à s'apaiser ou à profiter de l'information spécifique portée par ce chat. Elle me précise alors que nous confondons tout. Utiliser des poils de chat n'a rien à voir avec l'espèce chat. Je ressens immédiatement que me connecter à l'énergie de mon matou, très civilisée et spirituelle, serait effectivement très différent de la connexion avec l'énergie de ma minette, très en lien avec la nature sauvage et forte d'une insoumission à toute épreuve. Elle insiste sur ce point. On ne se connecte pas uniquement avec l'espèce chat, mais avec un chat en particulier, choisi spécifiquement pour les caractéristiques du soin. Et il en va de même pour les pierres. Je comprends toute l'aberration qu'il y a à penser qu'une pierre ne se définit que par la catégorie dans laquelle nous l'avons classée. C'est passer totalement à côté de ses qualités propres. Il n'y a pas deux labradorites les mêmes, et si nous voulons bénéficier de ses propriétés, il faut la choisir pour qui elle est parmi toutes les pierres de son espèce. Et il en va ainsi pour tout. On choisit une plante et pas son espèce, un animal et pas son espèce, une pierre et pas son espèce.
Passer à côté de cela serait effectivement tout mélanger, car ce serait confondre les qualités personnelles de chaque chose avec son espèce. Effectivement, dit comme cela, je comprends l'absurdité du mental qui croit en un savoir des pierres et rate toute la subtilité des caractéristiques singulières de chacune. Après tout, lorsque j'ai besoin d'un humain, ce n'est jamais de n'importe quel humain. Voyant que j'ai un peu progressé, la vieille femme médecine replace cet enseignement dans le cadre des soins en m'expliquant que si chaque être ne peut être relié à n'importe quelle plante ou pierre, il en va de même pour l'administration du soin. Celui-ci doit aussi correspondre à son besoin, car à nouveau nous embrouillons tout lorsque nous prescrivons une tisane sans nous interroger sur la manière dont une plante va spécifiquement pouvoir aider une personne. Une plante peut s'inhaler, s'ingérer, sèche ou crue, se boire en tisane, s'utiliser en huile ou encore prodiguer ses effets par contact, ce soit en cataplasme, une boîte qu'on garde avec soi, etc. Là encore, tout est singulier et à définir pour chaque personne. Elle insiste sur le fait que nous faisons vraiment n'importe quoi en reprenant l'exemple des pierres. Quand nous utilisons une pierre choisie uniquement pour son espèce, sans même se demander d'où elle vient, nous semblons approcher pour elle de la débilité profonde. En effet, je comprends que nous sommes réduits à une logique de catalogue mental qui aurait dans ces tablettes des généralités dénuées de toute pensée singulière au patient et qui le laisserait en cela tout à fait en dehors du soin. Ma pensée semblant suffisamment déconstruite et bien ameublie pour être maintenant ensemencée, elle m'explique que toute maladie n'est simplement qu'un désordre dans l'harmonie des éléments qui nous composent. Ainsi, tout autour de nous peut permettre de rééquilibrer ce qui est en excès ou en carence. Elle m'incite ainsi à privilégier les éléments qui sont dans notre environnement, évidemment. Il est inconcevable pour elle de se servir d'une pierre qui viendrait de Tataouine-les-Bains, car au lieu de nous aider, elle nous déséquilibrerait encore plus du fait qu'elle nous relierait à une terre lointaine où rien ne correspond avec chez nous, où l'équilibre n'est pas construit comme celui dans lequel nous évoluons au quotidien. Dans cette logique, la moindre pierre que nous choisissons devrait passer au moins plusieurs semaines dans la terre de chez nous avant d'être utilisée, voire des années pour pouvoir être une pierre harmonisante pour nous. Elle me dit d'ailleurs qu'il faudrait enterrer toutes les pierres et qu'il est idiot de stocker des pierres ailleurs que dans la terre. Elle me montre alors que parfois un simple caillou ou même une poignée de terre de chez nous peut suffire et être bien plus efficace pour rééquilibrer un manque d'élémentaire chez une personne. Nous vivons dans un système en parfait équilibre, auquel il suffirait de nous relier pour réharmoniser notre être. Elle fait cependant une exception pour le diamant brut, et me dit qu'il sert à augmenter les effets de toute chose. Elle me montre sa capacité de diffraction de la lumière, comme s'il avait le pouvoir de rendre à chaque information son rayonnement propre et de l'amplifier, ou en tout cas de lui permettre de s'exprimer. Elle me fait comprendre que c'est là le vrai sens de l'eau diamant. Enfin, elle me répète que nous devrions utiliser plus le lien avec les animaux, bien sûr de chez nous. Utiliser des poils de telle ou telle bête dans des boîtes pour les porter sur nous ou même avec de l'eau comme nous le faisons avec les plantes ou les pierres. Utiliser aussi les plumes, même les insectes. Elle me précise que si les chamans portent souvent des plumes, c'est parce que les plumes servent à élever l'âme et l'esprit. Ça permet de monter plus haut, de voir en prenant de la hauteur. J'ai alors l'image des coiffes colorées et très garnies des chefs indiens. Elle me corrige et me rappelle que le souci des hommes, au sens du genre masculin, c'est qu'ils veulent toujours parader, là où les femmes se suffisent largement de quelques plumes dans les cheveux pour être connectées. Elle me rappelle d'ailleurs l'importance de garder les cheveux longs pour être connectés et m'invite à laisser pousser une tresse au bas de ma nuque comme une antenne qui pourrait sonder l'environnement. La densité des enseignements est telle que je finis par être rattrapée par la crainte d'oublier. J'interromps alors la communication à la hâte pour noter tout ceci. En écrivant ce qui m'a été transmis, je ressens évidemment une profonde gratitude et la sensation d'être renvoyée à une logique d'un pragmatisme aussi implacable que riche de bon sens. Le bon sens de la connexion singulière aux qualités et aux besoins de chacun. Le bon sens de réaliser chaque chose en conscience. Merci, madame.